Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. De l'athlétisme, même le soir à Grosse-Bliederstroff, la commune a achevé son chantier de rénovation. Drainage enrobé, revêtement synthétique et éclairage ont coûté 750 000 €, dont 330 000 € de subventions. Sécurité et embellissement à Sturzelbronn, la commune a inauguré sa nouvelle traversée du village. L'ensemble des aménagements représente un chantier de 800 000 €. Sécurité et prévention pour les motards, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière organisent chaque année l'opération Trajectoire. Un peu de théorie, puis une balade de 130 km pour mettre en pratique les conseils et préconisations des gendarmes. Préparer le grand oral du bac et les entretiens pour intégrer des établissements d'études supérieures, vaste challenge pour les lycéens. À Sarreguemines, le lycée Henri Nominé leur donne un sérieux coup de pouce avec l'opération Quand l'oral fait école. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, Sirstal s'est plongé dans l'histoire des pieds noirs et des harkis. 2 conférences étaient proposées, animées par Pierre Daume, historien et journaliste. Sarralbe a fêté le printemps sous un soleil d'été. Artisanat, animation, activités, produits made in Moselle-Est et concerts étaient au programme de cette 5e édition dans une ambiance de guinguette au bord de l'eau à la halte fluviale. Raconte-moi un musée, une mini-résidence initiée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, s'est achevée avec une restitution publique à la citadelle de Bitche. Un travail de longue haleine réalisé par des élèves de CM2 de l'école Baron de Günzer. Dans cette émission, on vous emmènera aussi à l'autre bout du monde, au Népal, pas pour des vacances, mais pour une mission humanitaire. Pascal Young et Didier Hyssen sont membres de l'ONG Électriciens sans frontières. Ils viennent de revenir, ils sont là pour témoigner. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Je vous donnerai largement la parole tout à l'heure. On commence pour le moment avec la politique. Les élections législatives se rapprochent à grands pas. Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Les électeurs de chaque circonscription éliront leurs députés pour un mandat de 5 ans. Ils sont 577 à siéger à l'Assemblée nationale. Mais quel est leur rôle? Quelles sont leurs missions? Fanny Bragard vous répond en images et en revenant sur tout un pan de l'histoire de France. Née le 17 juin 1789, l'Assemblée nationale est au cœur de notre démocratie. Composée de 577 parlementaires, elle forme avec le Sénat le pouvoir législatif. Chaque député représente, pour un mandat de 5 ans, les 125 000 citoyens de sa circonscription. La Moselle en compte 9. Leur mission première est d'examiner et voter ou non les projets de loi du gouvernement. Comme les sénateurs, les députés peuvent aussi proposer des lois. Ces textes sont ensuite examinés par les 2 assemblées, le dernier mot revenant aux députés. Surnommé le 3e tour, les élections législatives sont donc cruciales pour le président. Pour gouverner et faire passer ses lois, il doit obtenir la majorité absolue dans l'hémicycle, soit un minimum de 289 députés. En 2017, La République En Marche avait atteint les 308 élus. Rien n'est moins sûr cette année. Sur le terrain et grâce à leur permanence, les députés font remonter les préoccupations de leurs concitoyens. Leur rôle est aussi de contrôler l'action du gouvernement par des moyens d'information et d'investigation. En plus des questions en séance publique et des commissions d'enquête, comme sur la gestion de la crise sanitaire, l'Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement grâce à une motion de censure adoptée par la majorité absolue de ses membres. En 1962, les députés ont ainsi obtenu la démission du gouvernement Pompidou et le général de Gaulle avait répliqué par la dissolution de l'Assemblée et des législatives anticipées. Pour les législatives 2022, les candidats ont jusqu'au 20 mai, ce vendredi, 18 h, pour déposer leur candidature en préfecture. Côté aménagement du territoire, les inaugurations et visites de travaux se succèdent en ce moment dans l'arrondissement. À Grosse-Bliederstroff, l'objectif est de faire de l'athlétisme une discipline phare. Mais pour cela, il fallait revoir l'équipement communal dans sa globalité. Des travaux de rénovation ont été entrepris il y a moins d'1 an au cœur du stade, notamment pour revoir le système de drainage et les revêtements des pistes. Le chantier s'est achevé il y a peu. Voici le résultat en images filmé par Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil. Ça sent le neuf. Il faut dire que l'ancienne piste d'athlétisme de Grosse-Blie était en mauvais état. Elle datait des années 80. Les travaux, engagés en août dernier, ont permis de rénover complètement l'équipement sportif. Le drainage périphérique du terrain a été revu
Et puis nous avons réalisé les couches d'enrobés successives. Permettant ainsi d'avoir une piste de 400 mètres avec 5 couloirs, une de 100 mètres avec 6 couloirs, arborant un revêtement synthétique. Nous avons réalisé aussi un atelier de saut en longueur triple saut qui comporte 2 couloirs en revêtement synthétique et 2 couloirs en enrobé. Et pour terminer, l'atelier de lancer de poids. L'éclairage a également été revu afin d'illuminer les pistes sur des plages horaires plus conséquentes. L'équipement est bien sûr utilisé par les habitants, mais ce sont majoritairement les collégiens de la commune qui viendront pratiquer. Ces nouveaux équipements vont nous permettre de promouvoir l'athlétisme dans un premier temps, donc de faire venir nos jeunes scolaires à cette activité. Surtout, cet équipement de pointe va nous permettre de faire progresser encore plus nos jeunes sportifs de la section sportive. Coût total des travaux, 750 000 € hors taxe, avec à la clé de nombreuses subventions. Nous avons eu donc de l'État, DETR, pratiquement 138 000 €, du département une somme de 70 000 € et nous avons eu de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence une somme de 120 700 €. Environ 420 000 € ont été pris en charge par la commune. Sur place, quelques finitions sont encore à prévoir dans les prochains jours, notamment le marquage au sol. Vendredi dernier, c'était une journée d'inauguration au Pays de Bitche. En milieu d'après-midi, la commune de Sturtzelbronn a inauguré sa nouvelle traversée du village. Morane Grandcola y a assisté. Voici le nouveau visage de la rue principale de Sturtzelbronn. Vendredi après-midi, cette nouvelle traversée du village a été inaugurée en présence des élus. Le projet concerne la sécurisation de cette traversée avec une toute nouvelle signalisation. Et il était aussi question de la réfection du mur du cimetière, de la statue Saint-Bernard et d'un banc en grès situé sur les abords de cette route. Un chantier qui a coûté plus de 800 000 € au total. La commune a pu compter sur la subvention de l'État à hauteur de 65 000 €, ainsi que celle du département de la Moselle à hauteur de 150 000 €. La municipalité se dit très fière des travaux réalisés jusqu'ici. Un nouveau projet est d'ailleurs déjà sur les rails. Il s'agit d'un tout nouvel espace baptisé Homme Nature, subventionné à hauteur de 80% par l'État pour un coût total estimé à plus d'1 million d'euros. Les beaux jours sont de retour et les motards aussi. Avec l'arrivée de ce printemps aux allures estivales, les motos sont de sortie et les risques d'accident sont donc plus fréquents à cette période de l'année. Alors pour prévenir ces risques, la gendarmerie propose des stages de prévention routière à tous les motards volontaires. Samedi, c'est à Sarreguemines que les gendarmes de l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière, ont accueilli les stagiaires. Reportage de Christelle Reviaco et Morane Grandcola. En cas de choc, contrairement à une voiture, en moto, on ne gagne jamais. Bienvenue à l'opération Trajectoire de l'EDSR de la Moselle. Samedi après-midi, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière sont venus encadrer un stage de prévention à destination des motards. Afin déjà d'une première chose de désacraliser un petit peu ce côté répressif de la gendarmerie. Là on s'inscrit pas dans l'opération de police, on est dans une opération de prévention où on va travailler sur la trajectoire de sécurité, sur le pilotage, les bons réflexes, les bonnes attitudes, la machine, comment on prépare sa moto, la sécurité. La sécurité, c'est le mot d'ordre de cette journée de formation. Au programme, les volontaires passent d'abord par la case théorie. Vous avez votre mi-voie ici. Donc, la circulation quand vous êtes seul ou en tête de groupe, c'est de circuler donc à droite. Une fois le cours assimilé, place à la pratique. Les 40 motards volontaires ont pris la route pour 130 km de balade afin d'appliquer ce qu'ils ont vu en formation et d'être évalués sur leurs compétences. Un stage non obligatoire, mais toujours bon à prendre. J'ai décidé de faire ce stage parce que j'ai le permis du coup depuis moins d'1 an et donc j'ai eu des choses que j'ai apprises par l'auto-école et je pense que la gendarmerie par le biais de ce stage peut nous apprendre encore plus de choses, des techniques aussi et donc ça me permet aussi de me rassurer en tant que motard. Là, c'est pour moi l'occasion d'apprendre sûrement des choses et des techniques qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas vues à l'auto-école et que eux les gendarmes ont
ont appris dans leur formation et peut-être une façon différente de rouler, tout simplement. Ces stages ont lieu 2 à 3 fois par an et démarrent généralement avec l'arrivée du printemps, et ce, pour une bonne raison. Parce qu'après la tristesse de l'hiver et l'enfermement, on profite des beaux jours pour ressortir, remettre la moto dehors en général. Donc nous, hélas, on assiste toujours à un petit peu d'accidentalité en fait avec les motocyclistes qui reprennent la route. Donc voilà, début du printemps, on essaye vraiment de mettre en place ces opérations pour pouvoir pallier déjà ce problème d'accidentalité, mais également pour reprendre les bons réflexes sur la moto, les bons principes et faire de la moto avec plaisir et en toute sécurité. Avis aux intéressés, ces stages sont ouverts à tous sans restriction et entièrement gratuits. Savoir prendre la parole en public est une des clés de la réussite, un moyen qui permet aux lycéens de réussir l'épreuve du grand oral, mais aussi les entretiens pour intégrer une grande école ou pour décrocher un emploi. Pour les aider, et depuis plusieurs années, le lycée Henri Nominet a mis en place l'initiative Quand l'oral fait école. Flora Lemery, Yannick Sur et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Ce n'est pas celui du fléau que je vais saisir. On approche tout doucement de la fin de l'année, l'occasion de faire le bilan du travail réalisé par les élèves du lycée Henri Nominet, engagés dans l'atelier Quand l'oral fait école. Ils ont surtout travaillé depuis le début de l'année scolaire pour améliorer leur diction, leur présence, leur articulation, l'émotionnel et confiance en soi. Parce que la prise de parole face à un public, c'est avant tout la confiance en soi. J'ai quelque chose à dire, j'ai envie de partager quelque chose avec les autres. Et pour ça, il faut la technique, mais il faut aussi l'envie. Et je suis assez émue et heureuse de constater qu'ils ont fait des progrès énormes depuis le début de l'année scolaire à ce jour. Et ils étaient tout simplement bons. Les professeurs engagés dans cette démarche sont également satisfaits. En tant qu'enseignant, je suis très contente du travail qu'ils ont pu fournir. Et je pense que même eux, en tant qu'élèves, ont vu tous les bienfaits et tous les apports de cette pratique, qui les a rendus beaucoup plus, on va dire, performants à l'oral, qui leur a permis de s'affirmer et de se découvrir des talents qu'ils ne pensaient pas avoir. 3 millions de musulmans ouïghours sont dans des camps de concentration. Pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Il y a un génocide en ce moment en Xinjiang en Chine, sous nos yeux et sans la moindre réaction de la communauté internationale. N'avons-nous pas tiré de leçons de la Shoah ? On voit du changement, on voit de l'amélioration et j'ai eu vraiment courage en moi, on va dire, de m'exprimer devant tout le monde et je pense que c'est la meilleure des choses que ça m'a apporté. J'ai vraiment appris beaucoup de choses cette année. On se rend compte quand même qu'il y a pas mal de choses qui se dégagent de comment on est. Et on le voit bien justement avec Madame Gauer qui nous fait assez souvent la synergologie. Moi, je m'en suis assez intéressée à ça déjà avant, mais je ne savais pas comment ça marchait. Et du coup, avec ça, on voit vraiment que ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça a un mouvement, ça fait quelque chose. C'était un navire viking, avec une tête de dragon à l'extrémité de sa longue proue incurvée. Les vikings étaient des pillards, des violeurs et des assassins. Fort de ce constat très positif, l'atelier d'éloquence Quand l'oral fait école, mis en place au lycée Nominet depuis 2019, va bien évidemment être reconduit l'an prochain. Pas seulement les professeurs d'enseignement général ou technologique, mais aussi l'enseignement professionnel, puisqu'on va donc multiplier ces ateliers pour les diffuser à destination de tous les élèves de tout le lycée Nominet, que ce soit des élèves qui sont en lycée professionnel ou général ou technologique. Tous les élèves pourront donc prétendre à la fin être de bons orateurs. À l'heure d'aujourd'hui, il y a trop de cas de discrimination, trop de cas de suicide. Ce n'est pas normal. Et n'oubliez pas que notre différence nous rend uniques et cette différence nous réunit. Cela fait notre force. On espère que vous prendrez conscience de la gravité de cette cause. Merci de votre écoute.
Bravo, et certains deviendront peut-être des conférenciers hors pair. On va s'intéresser justement à des conférences. Il y a 60 ans se terminait la guerre d'Algérie. Pour marquer le coup et célébrer la mémoire des anciens combattants d'Afrique du Nord, la commune de Sirstal a organisé plusieurs événements et notamment 2 conférences d'un spécialiste de ce conflit douloureux et encore tabou, le journaliste et historien Pierre Daume. Reportage de Maureen Grandcola et Guillaume Dumonteil. La guerre d'Algérie, en France en tout cas, est un des conflits armés les plus secrets et les moins documentés. Pour tenter d'y remédier, le journaliste et historien Pierre Daume accumule les témoignages et multiplie les écrits. Il donne aussi des conférences comme celle qu'il a animée en fin de semaine dernière à Sirstal. Elles avaient pour thème les pieds noirs et les harkis. C'est la première fois qu'il se rendait dans la commune de Sirstal et la date n'avait pas été choisie au hasard. Cela fait en effet 60 ans que la guerre d'Algérie est terminée. À noter qu'une cérémonie a également eu lieu en mémoire des anciens combattants d'Afrique du Nord de la commune. Ce week-end, le soleil a brillé de 1000 feux, une bonne nouvelle qui a ravi les organisateurs de la 5e édition de la fête du printemps à Sarralbe. Au programme, petite restauration, buvette, mais surtout de nombreuses activités en lien avec la biodiversité et l'environnement. Christelle Reviaco est allée faire un tour pour nous. Sarralbe fête le printemps pour la 5e édition. Après 2 années blanches dues à la pandémie, la traditionnelle manifestation a fait son grand retour à la halte fluviale. Le beau temps et les visiteurs ont répondu présents. Pour fêter ça, un concert en plein air a été donné par la musique municipale. Nouvelle édition dit nouvelles activités. Un atelier sur les abeilles était proposé aux enfants. La Ligue pour la protection des oiseaux et l'ONF ont sensibilisé les visiteurs. Et Dominique Klein a fait une visite guidée du parcours de ses oiseaux de cœur, les cigognes. Qu'elles soient suédoises, marocaines, turques ou françaises, c'est la même bestiole. Cette année, c'est la commune de Sarralbe qui organise l'événement en collaboration avec les associations des arboriculteurs de Sarralbe et Saint-Jean-Rohrbach, ainsi que l'association Les Clés du Jardin. C'est vraiment basé sur ça, c'est la biodiversité sur la nature, c'est basé sur la nature. Hein. Donc tous les exposants qui sont ici, ce sont des exposants qui créent eux-mêmes ce qu'ils vendent. Les visiteurs ont pu acheter des produits made in Moselle-Est et échanger avec les commerçants et associations présentes. On trouve pas mal de petits arboriculteurs qui m'ont donné plein de petits conseils pour les greffes. On trouve pas mal de produits locaux. C'est vraiment très très enrichissant et intéressant. Non, c'est bien agréable. Et puis le petit port, c'est un endroit où on aime bien se promener. Enfin déjà quand on habite la commune, puis ça fait découvrir un peu Sarralbe. Pour ceux qui ont raté l'édition 2022, rendez-vous l'année prochaine avec encore beaucoup d'activités et de nouveautés. Biologistes, écologues et sociologues de l'Observatoire Homme-Milieu Pays de Bitche ont mené une enquête à Arène et Egelsart pour mieux connaître les tiques. Où trouve-t-on les tiques? Est-ce que la population est bien renseignée? Est-ce que les tiques sont toutes porteuses de maladies vectorielles comme la borréliose de Lyme? Vendredi soir, à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche, les scientifiques ont présenté les premiers résultats de cette enquête. L'occasion de rencontrer Pascal Baudard, responsable du projet, qui relativise au micro de Catherine Henrich. Les informations qu'on a, c'est l'incidence de la maladie de Lyme qui est vectorisée par les tiques et qui est la maladie la plus importante. Et on retrouve l'Alsace-Lorraine et le Limousin et maintenant aussi la région Rhône-Alpes qui sont des régions à très forte incidence. Alors nous, on a comparé 2 types de sols. Les sols que l'on trouve dans ce qu'on appelle le pays ouvert, donc avec des activités agricoles, et le pays couvert avec de la zone forestière. Et sur chacun de ces sols, on a étudié les mêmes milieux, c'est-à-dire des forêts, des zones humides, des prairies, des vergers. Et ça sur la période essentiellement du printemps, donc avril, mai, juin. Et effectivement, on a vu beaucoup de tiques, plus en avril, mai qu'en juin. Plus étonnamment sur la zone où le paysage est fragmenté avec des activités agricoles. Et les milieux où on en a trouvé le plus, c'est les zones humides et les forêts. Nous, ce qu'on a montré, c'est que sur le territoire, il y a 18% des tiques qui sont infectés par un pathogène pour l'homme. Pas forcément celui de la maladie de Lyme, mais c'est le plus abondant. Donc 18%, c'est 18% de chances de contracter une maladie. C'est pas anodin quand même, donc c'est pas sûr. Il y a 80% de chances de ne pas l'avoir, mais il faut mieux prendre les précautions, retirer la tique, surveiller si on a l'apparition d'un érythème migrant, d'une tache rouge, et si oui, consulter un médecin.
Raconte-moi un musée. C'est une mini-résidence initiée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord pour faire dialoguer les générations autour d'un lieu. 3 musées du territoire ont été retenus, le musée du fer de Reichshofen, le musée de l'image populaire de Pfaffenhofen et la citadelle de Bitsch. Une restitution publique clôt chacune des résidences. Catherine Henrich a assisté à celle présentée à la citadelle. Prendre la parole en public, un exercice difficile pour ces élèves de CM2 de l'école Baron de Günzer. Brigitte Gonzalez, comédienne de la compagnie Lucas Moros, leur donne les derniers petits trucs avant leur prestation. On va aller en silence sur notre scène. Ce moment est vraiment, je pense, important pour les élèves aussi parce que on fait travailler quelque chose qui est une priorité maintenant de l'éducation nationale, qui est la prise de parole en public. Quelque chose qui a un peu été laissé de côté dans les programmes scolaires, qu'on a un petit peu du mal à apprendre. Et là, de valoriser cette parole des enfants, là, c'est eux finalement qui sont les guides d'un moment. En tout cas, c'est leurs impressions qui comptent en premier. Dans le cadre de la mini-résidence Raconte-moi un musée, avant la restitution publique, il y a eu 2 visites de la citadelle et du travail en classe avec la comédienne. Avec leur vécu, leur ressenti, je leur ai demandé de sentir. Je leur ai demandé d'écouter les bruits, d'écouter le silence aussi. Je leur ai demandé de bien regarder, de toucher peut-être les murs, certains objets. Les enfants ont écrit des haïkus, une forme de poème japonais très courte qui explique leur ressenti à propos de la citadelle. Ma stupéfait, fascinée dans le musée de la chapelle. Brigitte Gonzalez, quant à elle, a recueilli le témoignage d'une figure emblématique du site, Alphonse Botsong. Tu sais lire, tu sais écrire, tu peux le faire. Ces premières mini-résidences n'ont concerné que 3 musées du territoire, un programme financé par la DRAC Grand Est, la région Grand Est et la CEA, Communauté européenne d'Alsace. Il y a bien d'autres musées dans le parc des Vosges du Nord qui pourraient être exploités dans ce même esprit à l'avenir. Dans un instant, on s'intéresse au Népal et plus précisément à l'action humanitaire qui ont mené nos invités du jour au sein de l'ONG Électriciens sans frontières. Ils vont tout vous expliquer, ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on retrouve un temps estival pour demain. Le soleil sera une nouvelle fois bien présent et généreux et les températures vont encore atteindre des sommets avec 29 à 30 degrés attendus sur tout le territoire. Casquettes et crème solaire seront donc de mise. Demain, nous fêtons les Éric et il fera jour de 5h48 à 21h14. Passez tous une belle journée ensoleillée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Envie de vacances au cœur de la nature? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, comment faire ? À l'agence Veolia de Sarreguemines, nous avons actuellement 3 apprentis qui ont été recrutés suite à des réponses sur des candidatures pour des postes en apprentissage et qui ont donc répondu à des entretiens d'embauche pour par la suite être recrutés au sein de l'entreprise. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités.
Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto? Et la musique alors? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. En ce mois de mai, Café Grain-Sel se transforme en Make Grain-Sel et vous invite pour 2 heures de spectacle en Platz. Pour ce numéro très spécial rythmé par de l'humour et de la musique, Suzanne et Sébastien seront sur la scène du Casino de Sarreguemines en compagnie de leurs invités Martine et Bertrand, mais également Joachim Veillant, Elvis Tangel et Ornicar. Pour ne rien manquer de ce Make Grain-Sel, rendez-vous dimanche 22 mai à 14h30 au Casino de Sarreguemines. Et nous maintenant, on part au Népal par procuration avec nos invités du jour. Alors vous venez de rentrer tous les deux il y a à peine quelques jours d'une mission au Népal. Avant que vous nous parliez plus en détail de cette mission, moi j'aimerais bien que vous nous disiez en quelques mots, qu'est-ce que c'est cette ONG Électriciens sans frontières avec laquelle vous êtes partis, dont vous êtes membre et dont on voit les logos sur vos chemises? Électriciens sans frontières, c'est une ONG qui a été créée il y a à peu près 35 ans, qui est majoritairement composée de bénévoles, puisqu'il y a à peu près 1200 bénévoles, pour quelques permanents au niveau national qui font tourner l'ONG, disons qui sont un peu nos référents constants sur Paris. Ces 1200 bénévoles sont répartis en 14 délégations dans les régions. Et chaque délégation, composée effectivement que de bénévoles, reçoit des sollicitations pour des projets à travers le monde. On intervient dans plus de 40 pays, majoritairement en Afrique et en Asie, suite à des sollicitations d'associations ou de personnes pour effectivement réaliser des projets. Donc qui sont majoritairement dans le domaine de l'électricité, bien sûr, mais également dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Et alors, la question, elle va peut-être vous paraître bête, mais est-ce que vous êtes tous les deux électriciens de métier? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est la condition sine qua non pour pouvoir... Non, pas forcément. Non, pas forcément. Alors, vous venez de rentrer du Népal. Vous étiez où exactement et dans quel but? On était au Népal, dans le nord du Népal, près de la frontière chinoise, dans une région qui s'appelle Haut-Mustang, qui est un ancien royaume, pour la petite histoire, qui s'est ouvert dans les années 70 seulement. Et c'est un endroit qui est situé à 3500 mètres d'altitude. Et en fait, on y était pour un projet de déplacement d'un village. Puisque paradoxalement, on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'eau et beaucoup de neige sur l'Himalaya, et non, le changement climatique affecte cette région fortement. Et donc, par manque d'eau, il fallait déplacer un village. Voilà, une étude a été faite au travers d'un consortium avec des Allemands, des Suisses, des Français, et sur 7 villages, et sur certains villages, des solutions ont été trouvées de réduction de la consommation d'eau, mais pour ce village-là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut savoir que c'était des éleveurs de yaks qui habitaient ce village. Et donc ils avaient plus d'1 millier de yaks et ils faisaient du commerce avec la Chine. Et l'absence de pâturage les a obligés à se séparer de ce cheptel jusqu'à en arriver à ne plus avoir assez de terre pour se nourrir. Donc du coup, ils se reconvertissent, mais en déménageant, entre guillemets. Encore faut-il créer un nouveau village. Pour créer un nouveau village, évidemment, il faut de l'électricité et de l'eau. C'est mieux, quand même, pour les inciter à déménager. Mais alors du coup, vous, il ne s'agissait pas seulement de mettre en place un réseau électrique, parce que, mine de rien, c'est bien beau d'avoir des câbles, mais il faut la produire, l'électricité. Alors l'électricité sera produite par une microcentrale hydraulique qui a été installée il y a maintenant près de 3 ans. Cette centrale va produire à peu près 5 kW d'électricité au maximum. Donc ça va leur permettre pour chaque maison d'avoir à peu près 100 watts d'électricité de disponible, ce qui pour nous Européens est vraiment très très peu. Par contre pour eux c'est un confort qui est de plus en plus demandé, et ça va leur permettre d'avoir de l'électricité, de la lumière, disons, dans chaque pièce, ainsi que la possibilité de charger des portables, des choses comme ça.
Quelles sont les difficultés ou la principale difficulté que vous avez rencontrée dans cette mission? La principale difficulté est qu'on n'a pas pu s'y rendre avant pour préparer ce projet-là, puisque difficulté d'accès, coût du déplacement, parce que l'accès au Mustang est vraiment très très cher. Et donc on a fait appel à une entreprise que l'on connaît depuis une dizaine d'années, qui travaille pour nous, et à des études du WWF népalais pour faire une étude de terrain et regarder ce qu'on pouvait faire. Alors effectivement 5 kW c'est pas beaucoup, mais on n'a pas pu faire beaucoup plus, parce que pour faire de l'hydroélectrique il nous faut une chute d'eau, et la chute d'eau on ne l'avait pas à cet endroit, puisqu'on se retrouve en fond de vallée, et on a pu mettre une machine avec 5 à 7 mètres de chute d'eau et pomper l'eau dans une rivière. C'est pas une rivière, ça fait 300 à 400 mètres de large, qui paraît à cette saison-là quasiment asséché, mais qui devient un énorme torrent en saison des pluies. Donc voilà, ce défi technologique a été de réaliser un réseau d'adduction d'eau de près de 1 km, donc en creusant la rivière, en y mettant des gabions, et d'étudier un petit peu le terrain, puisque le premier hiver que l'on a eu à passer sur cette région-là, en tout cas que l'installation a eu à passer, eh bien on s'est aperçu que l'installation n'était pas forcément fiable, puisque l'arrivée d'eau a provoqué un certain nombre de dégâts. Il a fallu l'adapter. Il a fallu l'adapter pour l'optimiser en fait, et on s'est aperçu cette année que les travaux qui avaient été faits étaient maintenant corrects, et l'arrivée d'eau est correcte, et la production d'énergie maintenant est tout à fait satisfaisante. Alors tous les deux, ce n'était pas votre première mission au sein d'Électriciens sans frontières. Est-ce que, alors parce qu'il y a parfois des interventions d'urgence suite à des catastrophes, il y a les interventions préparées, vous disiez celle-là vous n'aviez pas pu la préparer complètement comme vous l'auriez voulu, mais la majorité du temps c'est préparé quand même. Celle-ci, ce qu'elle avait de spécifique, je crois, c'est le fait que ce soit pour, quelque part si on voulait les appeler ainsi, des réfugiés climatiques. Est-ce que vous avez déjà eu des missions qui étaient comme ça, à destination de réfugiés climatiques ? Non, pour ma personne, non. Ensuite, lorsqu'on intervient en Haïti suite à un ouragan, par exemple, on n'est pas sur des réfugiés climatiques, mais ça y ressemble fortement quand même. Et vos prochaines missions, c'est déjà prévu ? Alors on a tous les deux pour l'instant des missions qui sont à l'étude en Haïti. Par contre, effectivement, la situation en Haïti ne nous permet pas pour l'instant d'aller faire de l'identification sur place, puisqu'il faut quand même une certaine préparation avant de réaliser une mission. Et on essaye tant bien que mal de faire ça pour l'instant un petit peu à distance, avec des contacts locaux, mais ça s'avère quand même assez difficile d'avoir des informations fiables et en quantité qui remontent régulièrement. Donc pour l'instant, ce sont des missions qui sont un petit peu en stand-by, en espérant que la situation en Haïti s'améliore nettement dans les prochaines années. Et donc en attendant, vous restez en Moselle, puisque vous êtes tous les deux mosellans, vous êtes d'où ? Moi je suis près de Cattenom en fait. Et du Pays de Bitche ? Et du Pays de Bitche à Valsbronn. Et bien merci beaucoup en tous les cas à tous les deux d'être venus témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. Et c'est une interview que vous pouvez revoir sur notre site internet et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous.